nous suspectons que 85% de la matière dans l'univers est d'une forme qui nous est, d'une nature qui nous est totalement inconnue. Et on espère découvrir de quoi cette matière est faite, sachant qu'on n'est pas certain à 100%. C'est une hypothèse que l'on utilise afin que nos modèles puissent reproduire les observations du mouvement des étoiles au sein des galaxies et du mouvement des galaxies dans l'univers. C'est une hypothèse qui fonctionne pour un certain nombre d'observations, qui fonctionne moins bien pour d'autres, mais nous en sommes évidemment au stade de l'hypothèse. L'existence même de ces 85% de matière noire n'est pas, à l'heure actuelle, une certitude. Cette bande laiteuse sur le ciel, c'est l'ensemble des étoiles qui constituent notre galaxie, et nous sommes nous-mêmes à l'intérieur de ce disque galactique, de ce disque stellaire. Et quand on est à l'intérieur d'un disque et qu'on regarde le disque de l'intérieur, on le voit comme une bande lumineuse. Et donc, cette image est une image prise en lumière infrarouge du disque de notre galaxie, prise depuis la Terre. Et donc, c'est la vue que nous avons, nous, de notre propre galaxie, vue d'ici, de la Terre. Vous avez ici le centre de la galaxie, où il y a plus d'étoiles, donc la luminosité est plus importante, et vous avez une baisse de la luminosité dans les parties extérieures. Donc ça, c'est une véritable image prise en infrarouge de notre galaxie. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mesurer les distances du gaz, les distances des étoiles au sein de cette galaxie, pour essayer d'en obtenir une carte telle qu'on pourrait, c'est-à-dire une image de la galaxie telle qu'on pourrait la voir vue du dessus, si on pouvait en sortir. Évidemment, l'image que je vais vous montrer maintenant, c'est une vue d'artiste, basée sur les mesures qu'on peut faire de la distance des étoiles dans notre galaxie. Nous sommes situés ici, le Soleil, nous sommes juste à côté du Soleil ici, et voilà à quoi ressemble notre galaxie. Vue du haut, c'est une structure assez intéressante avec différentes surdensités, qu'on appelle des bras spiraux. Le centre de la galaxie a une forme allongée. On appelle le centre de la galaxie la barre de la galaxie. Donc ce disque a une taille ici à peu près de 100 000 années-lumière. Je vous rappelle qu'une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. C'est important. Et elle comprend à peu près 200 milliards d'étoiles. On sait aujourd'hui que, on observe surtout dans la zone autour du Soleil, dans la galaxie, que beaucoup de ces étoiles ont également des planètes qui tournent autour d'elles. C'est depuis 1995 la première planète autour d'une autre étoile que le Soleil qui a été découverte par nos collègues de Genève. On a aujourd'hui découvert des planètes autour d'autres étoiles par milliers. Donc voilà, donc un des aspects de notre recherche, c'est d'essayer de cartographier, si vous voulez, notre galaxie, la Voie lactée, et puis d'en comprendre le fonctionnement interne, pour la comparer ensuite à d'autres galaxies dans l'univers. En réalité, la Voie lactée, notre galaxie, n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Maintenant, parmi l'ensemble du fonctionnement de la galaxie, il y en a encore énormément de choses à comprendre, mais au milieu de cet ensemble de choses qu'on doit encore comprendre, il y a un problème absolument fondamental, qui est ce fameux problème de la matière noire, qui est un peu l'alpha et l'oméga des problèmes de la dynamique galactique, c'est-à-dire que tant qu'on ne comprendra pas, tant qu'on ne démontrera pas que cette matière noire existe et qu'on ne comprendra pas de quoi elle est faite, on aura du mal à comprendre l'entièreté des phénomènes physiques qui se produisent au sein des galaxies. Alors, il faut savoir que, en termes de dynamique des galaxies, là, il y a un certain nombre d'interactions fondamentales en physique, l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire faible et forte, et l'interaction gravitationnelle. À très grande échelle, c'est l'interaction gravitationnelle qui est véritablement l'interaction la plus importante à comprendre, même si les autres interactions vont jouer un rôle très important, et notamment évidemment dans la structure des étoiles elles-mêmes, mais pour la dynamique galactique à grande échelle, l'interaction principale qui va nous intéresser, c'est l'interaction gravitationnelle. Alors, l'interaction gravitationnelle, on pense la comprendre, notre compréhension de l'interaction gravitationnelle a évolué au cours des siècles, mais la première révolution en termes de compréhension de la gravitation, ce sont les lois de Newton,
il y a eu une deuxième révolution au début du XXe siècle avec la relativité générale d'Einstein, qui en réalité n'a pas invalidé la gravitation universelle de Newton, elle l'a étendue, c'est-à-dire que la gravitation universelle de Newton reste valable, reste valide dans un certain régime de validité, où elle est une bonne approximation de la relativité générale. Et donc, il est évident que aujourd'hui, on utilise encore la gravitation universelle de Newton dans son domaine de validité, où finalement la relativité générale fait des prédictions qui sont extrêmement proches des prédictions de la gravitation universelle. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on en a fini? Est-ce que la relativité générale d'Einstein, c'est notre dernier mot en ce qui concerne notre compréhension de la loi de la gravitation? Si on se contente d'étudier des relativement petites échelles, la dynamique par exemple des petits corps dans le système solaire, des petits corps qui gravitent autour du Soleil, y compris les planètes, y compris notre planète, la relativité générale est testée avec une précision absolument impressionnante. Par contre, si on s'intéresse à la dynamique des étoiles au sein des galaxies, bien là on a un peu plus de mal dans le sens où c'est précisément à cause de ce problème de la matière noire qu'on a du mal à tester la validité de la relativité générale à l'échelle de la galaxie. Et donc je vais vous donner un exemple de quelque chose qui s'est déjà passé au XIXe siècle, qui est très similaire au problème qu'on rencontre aujourd'hui à l'échelle de notre galaxie et des galaxies en général, et qui concernait la dynamique des planètes dans le système solaire. Alors, en 1781, les astronomes William et Caroline Herschel ont découvert la planète Uranus, aux confins de notre système solaire. Et très rapidement, on s'est rendu compte que l'orbite de la planète Uranus présentait un certain nombre d'anomalies qui n'étaient pas expliquées par la loi de la gravitation universelle. Et donc, face à une telle observation, deux possibilités se présentent à nous. Soit ces anomalies sont dues à la présence de matière engendrant des perturbations gravitationnelles supplémentaires non prises en compte dans la modélisation. C'est donc de la masse invisible qu'on doit rajouter dans le modèle. Soit l'autre solution plus radicale est que la loi de la gravitation telle qu'on l'utilise, telle qu'elle marche bien dans le régime de validité concernant les planètes internes du système solaire, n'est plus applicable aux confins du système solaire. Donc ces deux propositions ont été débattues au milieu du XIXe siècle, jusqu'à ce qu'en 1846, le directeur de l'Observatoire de Paris, Urbain Le Verrier, fasse un calcul prédisant la position de la nouvelle planète qui devait engendrer les perturbations gravitationnelles, expliquant l'orbite anormale d'Uranus, envoie cette prédiction à son collègue Gallet à Potsdam, en Allemagne, une collaboration franco-allemande très efficace, qui a découvert Neptune dans la foulée. Ça a été un énorme succès de la science française et de la science allemande, qui ne se sont pas privés de se moquer dans ce petit dessin de leurs collègues britanniques, qui cherchaient désespérément la nouvelle planète du système solaire, et ont fini par la trouver dans les publications de Le Verrier de l'autre côté de la Manche. Alors, Urbain Le Verrier, suite à ce succès qui fait encore aujourd'hui sa célébrité, s'est attaqué à un autre problème de la dynamique du système solaire, à savoir que il n'y avait pas que Neptune, il n'y avait pas qu'Uranus qui avait une orbite anormale. Il y avait également un problème avec l'orbite de la planète Mercure, la plus proche du Soleil. Donc les planètes sont sur des orbites qui sont quasiment circulaires, mais qui sont en réalité des ellipses. Et le point qu'on appelle le périhélie est le point sur l'orbite d'une planète qui est le plus proche du Soleil. Typiquement, nous sur Terre, nous sommes proches du périhélie au moment du solstice d'hiver. De façon quelque peu paradoxale, nous sommes un peu plus proches du Soleil au moment du solstice d'hiver qu'au moment du solstice d'été. Le fait que nous passions de l'été à l'hiver n'étant pas lié à notre distance au Soleil, mais à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la direction du Soleil. Eh bien, le périhélie de la planète Mercure avait une avance de 43 arcs secondes par siècle plus importante
que prévu, qui n'était donc pas expliqué non plus par la dynamique gravitationnelle utilisant donc la gravitation universelle de Newton. Donc Verrier, suite à ce succès de 1846, propose en 1859, remet le couvert et prédit l'existence d'une petite planète plus proche que Mercure du Soleil, planète qu'il dénomme Vulcain, et qui, contrairement à la planète Neptune qui a été découverte dans la foulée, n'a jamais été découverte jusqu'à ce jour et ne le sera probablement jamais. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de planète Vulcain plus proche du Soleil que Mercure. Et donc dans ce cas-là, en réalité, c'était bien un problème législatif. C'était un problème avec la loi de la gravitation universelle de Newton, dont on sait aujourd'hui que dans le régime de champ gravitationnel fort, c'est-à-dire que lorsqu'on est relativement proche du Soleil, la gravitation est plus importante que quand on s'en éloigne un peu. Et dans ce cas-là, l'approximation qu'est la gravitation newtonienne de la relativité générale d'Einstein ne permet pas d'expliquer tous les détails de l'orbite de Mercure. En réalité, Einstein était tout à fait conscient de ce problème, et quand il a proposé sa théorie de la relativité générale, il a expliqué lui-même qu'il avait su qu'il était sur la bonne voie quand il s'est rendu compte qu'il faisait la bonne prédiction pour l'avance du périhélien de Mercure. Donc ce n'est pas une prédiction qui a été faite par hasard, c'est-à-dire que la théorie de la relativité générale a notamment été construite pour expliquer cette observation de l'orbite. Donc voilà pour la petite histoire au niveau de notre système solaire, et il se trouve que là, depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, nous sommes confrontés à un problème tout à fait similaire à l'échelle du dessus, c'est-à-dire à l'échelle de la galaxie et des galaxies en général. Nous sommes exactement dans le même ordre d'idée. Nous pouvons ici, je donne une image de la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine, on peut faire l'exercice dans des tas d'autres galaxies. On peut mesurer la vitesse de rotation du gaz et des étoiles dans les galaxies en fonction de leur distance au centre de la galaxie. D'accord. Donc ici, vous avez la galaxie qui tourne, et vous allez avoir ici, sur cet axe-ci, la distance au centre de la galaxie, et ici la vitesse mesurée du gaz et ou des étoiles au sein de la galaxie. Alors c'est un exercice qui demande une certaine expérience, une certaine expertise. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Il faut connaître l'inclinaison du disque galactique pour pouvoir corriger de la vitesse le long de la ligne de visée que l'on peut mesurer par ce qu'on appelle l'effet Doppler, à savoir que, par exemple, dans le cas du gaz, la grande majorité du gaz interstellaire au sein des galaxies, c'est de l'hydrogène neutre, et on sait que l'hydrogène émet dans le domaine radio avec une longueur d'onde de 21 cm, et on peut, par effet Doppler, donc c'est-à-dire du fait que la longueur d'onde qui est émise par une source va être altérée par le mouvement de la source par rapport au récepteur, c'est-à-dire que la longueur d'onde va avoir tendance à se raccourcir lorsque l'émetteur se rapproche du récepteur et à s'allonger lorsque l'émetteur s'éloigne du récepteur. On peut, en regardant à quelle longueur d'onde on reçoit l'émission radio du gaz interstellaire dans les galaxies, on peut mesurer la vitesse du gaz au sein de la galaxie par rapport à l'observateur, ce qui nous permet de mesurer la courbe de rotation du gaz au sein de la galaxie. Ce qu'on peut faire également, c'est... ça demande un certain nombre d'étapes de modélisation. Il faut connaître les propriétés des étoiles au sein des galaxies pour faire ce qu'on appelle des modèles de synthèse de population stellaire qui vont pouvoir prédire ensuite, en fonction de la lumière reçue de ces galaxies, quelle va être la masse contenue dans les populations stellaires de ces galaxies. On va pouvoir modéliser à partir de images photométriques, à partir de la lumière reçue des galaxies, on va pouvoir mesurer la distribution de masse au sein de ces galaxies. Et ensuite, on peut utiliser la relativité générale, ou en réalité, dans le domaine de champ gravitationnel aux échelles galactiques, on peut tout à fait également utiliser la loi de la gravitation universelle de Newton. Et bien, on peut faire une prédiction sur à quoi devrait ressembler cette fameuse courbe de rotation, cette vitesse circulaire, en fonction de la distance au centre des galaxies. Et on peut donc comparer cette prédiction à l'observation qu'on fait de cette courbe de rotation.
Et c'est là que le problème devient apparent. L'écart entre la prédiction et l'observation est particulièrement important, à savoir que les étoiles et le gaz se déplacent au sein des galaxies beaucoup plus rapidement qu'elles ne le devraient si l'entièreté de la masse contenue dans les galaxies est la masse qui émet de la lumière, et donc la masse qui nous apparaît être présente au sein des galaxies. Alors sans rentrer dans tous les détails, parce que l'exposé est relativement court, la vision qu'on a aujourd'hui d'une galaxie, là sur un tout petit schéma, c'est effectivement cette galaxie visible dont on peut essayer de modéliser tous les détails et d'où nous parvient la lumière, donc essentiellement des étoiles et du gaz interstellaire, entourée par un énorme halo massif invisible de matière noire, dont on sait pour toute une série d'arguments, y compris à d'autres échelles qu'aux échelles des galaxies, dont on sait qu'elle ne peut pas être constituée d'atomes, de protons, de neutrons, qui constituent la matière ordinaire, qui constituent en réalité ce qu'on appelle les particules du modèle standard de physique des particules. Et donc toute la question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est eh bien, qu'est-ce que c'est que cette matière noire, et les différents modèles théoriques qu'on va proposer qui pourraient nous permettre de résoudre le problème. C'est-à-dire que ce qu'il nous faudrait idéalement, en étant quelque peu optimiste, ce serait une théorie qui serait à la fois extrêmement élégante et qui puisse expliquer l'ensemble des observations auxquelles on est confronté, tout en un. C'est évidemment ce que beaucoup de nos collègues essayent de faire, et on peut espérer qu'un jour on y arrivera. Très clairement, c'est un problème qui dure depuis déjà un certain temps, et va nous occuper, même si on découvre ce dont est fait la matière noire, nous entrerons à ce moment-là dans une nouvelle ère qui sera celui de la compréhension détaillée et expérimentale de sa nature, en vous rappelant que si toutefois ce n'est pas la gravitation qu'il faut modifier, on parle bien de 85% de la matière dans l'univers, donc ce n'est pas un détail. Si toutefois la solution était de modifier une nouvelle fois la loi de la gravitation aux échelles cosmologiques, ce serait évidemment également une nouvelle révolution de la physique, donc il est évident que ce problème, lorsqu'il trouvera une solution, apportera, quoi qu'il en soit, une révolution à notre compréhension de la physique moderne. Et dans cette attente, nous allons continuer à chercher. Merci pour votre attention.